Cette vidéo est sponsorisée par Allopneus. Partir en vacances, cela demande un peu de préparation. Vérifier l'état de sa voiture et surtout de ses pneumatiques est une évidence. Et cela ne doit pas être pris à la légère. Le pneumatique, c'est le lien entre la route et votre voiture. Et il peut représenter un coût non négligeable dans l'usage de votre auto. Pour contrôler ces pneus, rien de plus simple. Commencez par les pressions. Elles doivent être prises à froid et leur valeur varie entre les autos. Les pressions spécifiques à votre modèle sont en général sur l'étiquette ici, sur le seuil de la porte conducteur. Ensuite, vérifiez les sculptures et l'usure générale. C'est bien souvent à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il faut changer ses pneus. Faire ce type de contrôle au dernier moment, juste avant le départ, c'est se priver du choix d'une marque ou d'un modèle, mais aussi être dépendant du prix des revendeurs capables de vous changer vos pneus tout de suite. Avec Allopneus, cette contrainte n'existe plus. Même s'il est plus confortable de contrôler ses pneumatiques un mois avant de partir, donc en ce moment, pour bien préparer ses vacances, vous pouvez profiter des prix et du choix Allopneus, même si vous partez dans l'heure. Commandez sur le site et faites livrer vos pneumatiques chez le livreur mobile Allopneus ou le garage agréé le plus proche de votre lieu de vacances. Il pourra alors vous changer vos pneumatiques pendant votre séjour. Et comme si cela ne suffisait pas pour la communauté du Choucroute Garage, Allopneus vous offre 5% de remise du 10 au 30 juin 2024 si vous utilisez le code Choucroute5 en validant votre commande. Les conditions et liens sont en description. Achetez vos pneus chez Allopneus, vous bénéficiez du choix et du prix sans sacrifier votre tranquillité. Un grand merci à Allopneus de soutenir The Choucroute Garage. Et maintenant, place à votre épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aussi loin que je puisse me le rappeler, les révisions, les vidanges et entretiens des voitures de la maison ont toujours été un sujet de discussion. C'était également un sujet d'énervement car bien trop souvent nous trouvions les montants des factures disproportionnés par rapport au travail effectué. En tout cas selon mon père et moi. Et en fait cela ne date pas d'hier, puisque mon père nous a quittés il y a plus de 30 ans. Depuis, j'ai entretenu pas mal d'autos anciennes et j'ai pu mesurer à quel point le décalage entre la prestation et son coût était flagrant. 15 ans de service dans les concessions automobiles m'ont fait comprendre le montant des factures d'entretien, mais aussi de certaines réparations. Cet épisode va vous expliquer cela, mais aussi le pourquoi de la logique qui avait cours pour les voitures thermiques, qui n'est plus du tout la même pour une voiture électrique aujourd'hui. Nous allons plonger dans les petites manigances du monde de la réparation automobile et voir pourquoi la voiture électrique devrait changer cela, si les constructeurs ne font pas la sourde oreille comme à leur habitude. Petit disclaimer avant de commencer. Tout ce que je vais vous raconter dans cet épisode représente une expérience de première main que j'ai acquise des deux côtés de la barrière, aussi bien en tant que client qu'en tant que professionnel de l'automobile. Pendant de nombreuses années, j'ai conseillé mes clients en essayant de leur trouver la solution la moins onéreuse pour eux. À titre individuel, la plupart des employés et cadres avec lesquels j'ai travaillé étaient dans la même optique, car nous avions un contact direct avec la clientèle. Mine de rien, voir la tête du client ou le désespoir dans ses yeux à la vue d'un devis de réparation n'est pas la même chose que d'en entendre parler. Ceux qui n'ont pas de contact direct avec le client peuvent se permettre le luxe de prendre des décisions cyniques, sans avoir à faire face à leurs responsabilités et surtout à la réaction du client. Les conséquences des choix du constructeur sont donc répercutées à d'autres, ceux qui ont le mauvais rôle de l'annoncer au client. Dans cette vidéo, ce sont bien ces décisionnaires froids et calculateurs que je dénonce, pas l'employé ou le chef d'atelier qui doit faire appliquer des décisions iniques ou injustes. Toute vérité comporte des nuances et des points de vue. Chaque personne défend son bout de gras, et au final, une image réaliste comporte toujours des nuances. Sinon, c'est une caricature. Pour pouvoir exposer les choses correctement, il faut passer par la technique. Et bien sûr, commencer par un retour en arrière dans l'histoire de l'automobile, voire même avant. L'entretien des véhicules ne naît pas avec l'automobile, et il faut remonter bien plus loin dans l'histoire de l'humanité pour en trouver les origines. En fait, on pourrait remonter jusqu'à la préhistoire avec l'invention de la roue, mais aussi l'invention du premier outil. Tout objet, qu'il soit naturel ou dû à l'inventivité humaine, est par nature dégradable. À l'échelle géologique par exemple, on parle souvent d'érosion, d'accrétion ou d'autres processus qui modifient les lieux et les choses qui déterminent le monde dans lequel on vit. Pour les objets du quotidien, et en particulier les moyens de transport, plusieurs sortes d'usures sont à vérifier pour en conserver un bon usage. La première usure est l'abrasion. On peut la comparer à l'érosion, mais c'est beaucoup plus rapide.
L'érosion se déroule sur des milliers ou des millions d'années, tandis que l'abrasion peut se dérouler sur quelques secondes, quelques minutes, quelques heures ou quelques mois, voire quelques années. C'est beaucoup plus rapide et pour cause. Les processus en jeu sont à peu près les mêmes, mais les forces pas du tout. Pour l'érosion, c'est la force du vent et le passage de l'eau, tous deux chargés de fines poussières qui grattent la surface du matériau et l'usent. Il y a aussi des phénomènes chimiques, mais bon, ça, on va le laisser de côté. Par contre, dans un outil par exemple, comme un briquet, c'est un bloc de fer qui gratte une roche friable, et donc les effets de l'usure sont bien plus rapidement visibles que s'il s'agissait d'érosion. En général, c'est le matériau le plus tendre qui s'use, comme pour les essieux de chariot par exemple. Imaginez un essieu de chariot avec un palier en bois et un essieu en bois. Eh bien, les deux s'usent à la même vitesse parce qu'il s'agit du même matériau. Mais ils vont s'user vite. On a donc introduit un palier en fer forgé. Et quand l'essieu en bois tournait, eh bien, le bois frottait contre du métal. Et c'est le bois qui s'usait le plus vite. Et après une brève durée de vie, cédait à force de voir sa section usée au point de contact. Les concepteurs du chariot ont donc réfléchi à une parade pour faire durer plus longtemps les essieux. Ils se sont dit qu'ils pourraient mettre un cerclage de fer autour de l'axe en bois. Ainsi, les deux parties du palier, celle qui tourne et celle qui reste fixe, s'usent au même rythme puisqu'il s'agit du même matériau, et surtout bien moins vite que le bois. J'imagine que le créateur de ce premier palier lisse a coussiné, car c'est ainsi qu'on appelle la pièce de métal chargée de s'user à la place du matériau de l'arbre ou de l'alésage, et bien a probablement installé le coussinet directement sorti de la forge. Mais clairement, ça ne fonctionnait pas bien. En effet, l'état de surface des deux pièces en métal laissait à désirer, et leur frottement de l'une contre l'autre générait pas mal de friction. Et si friction dit usure, cela dit également dégagement de chaleur. Même en rectifiant la surface pour qu'elle soit la plus lisse possible, cela devait bien chauffer, et au final, les pièces finissaient par se souder. Il a donc fallu trouver une solution, une parade, et c'est ce qu'on appelle la lubrification. En appliquant une bonne couche de graisse, les deux parties tournent plus facilement et génèrent peu d'usure, mais aussi peu de chaleur. En fait, la graisse s'introduit entre les deux parties en métal et fait l'effet d'un film de lubrification, un film qui empêche les deux métaux d'entrer directement en contact. On ajoute régulièrement de la graisse pour qu'il n'en manque jamais, et le tour est joué. Enfin, pas tout à fait. La graisse réduit la friction, mais elle ne la supprime pas pour autant. L'abrasion a tout de même lieu et de fines particules de fer sont arrachées aux surfaces de contact et restent collées dans la graisse. Celle-ci se charge également de poussière et autres particules provenant de la route. Noyées dans la graisse, toutes ces particules dures finissent par avoir un effet inverse de celui souhaité. Elles agissent comme une pâte à rôder, un peu comme une toile de verre mais pâteuse, et usent les coussinets plus vite que la normale. De plus, la graisse en elle-même est issue de matière organique et s'oxyde. Elle perd de son pouvoir lubrifiant avec le temps et s'use d'autant plus vite que les températures sont élevées. Donc ajouter de la nouvelle graisse ne fait que polluer cette dernière et réduit l'efficacité de l'ensemble. Donc pour un entretien correct, il faut retirer l'ancienne graisse avant d'en remettre de la neuve. Eh bien, ce que je viens de vous décrire, c'est ni plus ni moins que ce qui se passe dans un moteur à combustion interne. C'est la principale raison de l'obligation de réaliser périodiquement une vidange d'huile. On retire l'huile oxydée et chargée de particules issues de l'usure pour la remplacer par une huile neuve. Tout simplement. Les anciens moteurs demandaient des vidanges extrêmement fréquentes, et ce, jusque très tard dans l'histoire de l'automobile. Pour info, ma Cadillac de 1966 demandait une vidange tous les 1000 miles, soit 1600 km ou 3 mois. C'était super fréquent. En 1989, lorsque j'achète ma première voiture, une Super 5, la vidange est à faire tous les 10 000 km ou un an. Peu à peu, les intervalles augmentent, en raison de l'amélioration de la qualité des huiles, mais aussi des traitements des surfaces métalliques de plus en plus performants. Pour les moteurs, l'amélioration des systèmes d'alimentation est aussi bénéfique pour la durée de vie des huiles. Des combustions plus propres avec les injections déposent moins d'imbrûlés et de polluants chimiques dans les lubrifiants, ce qui allonge encore une fois leur durée de vie. Donc ça, c'est pour le moteur. Maintenant, revenons à notre chariot pour voir un autre point d'entretien. Celui-ci dispose de freins, mais ils ne s'usent guère. Ils ne servent qu'en cas de problème ou à l'arrêt. Le reste du temps, c'est le cheval qui ralentit le véhicule. En revanche, la révolution industrielle a introduit d'autres véhicules plus rapides, qui n'ont aucun autre moyen de s'arrêter que leurs freins mécaniques, les locomotives. Lancés à des vitesses folles pour l'époque, ces mastodontes tirant de longs trains extrêmement lourds ont besoin de freins puissants, mais qui s'usent. Ainsi,
Trains et autos ont de bons freins pour correspondre à leur performance. Il faut donc les entretenir en surveillant le grippage de leur mécanisme et en changeant les surfaces d'usure. On vient de parler de 2 entretiens évidents, mais il y en a bien d'autres à vous présenter. Ce n'est toutefois pas le thème principal de cette vidéo, mais bien la réparation automobile en général, et surtout la réparabilité des voitures. Tout conducteur devrait surveiller l'état général de son véhicule, mais bien souvent, il n'a plus forcément les compétences ni les moyens de le faire. Ainsi, un contrôle des pneus, des trains roulants ou de l'état général d'une auto demande parfois de la monter sur un pont ou d'avoir recours à des outils spéciaux comme des valises de diagnostic, une équilibreuse à pneus ou un banc de géométrie. Il faut également de bonnes compétences pour réaliser les contrôles et interpréter les données. Ce que je viens de vous décrire, c'est en gros l'entretien essentiel et minimal d'une auto à combustion interne. Voyons maintenant comment ça se passe dans la pratique. On va séparer ici 2 cas. Entretien d'une voiture sous garantie et entretien d'une voiture hors garantie. Je vais commencer par l'entretien hors garantie dans un garage multimarque. Le client arrive à l'entretien et se voit présenter un devis ou un ordre de travail. Le devis détaille les opérations et se base sur la liste des préconisations du constructeur. La liste détaille les intervalles de remplacement de plusieurs choses. Lubrifiant moteur et filtre, filtres annexes, comme le filtre à air ou les filtres à pollen, les fluides, freins, refroidissement, les pièces d'usure, les courroies par exemple, et l'entretien clim, etc., etc., etc. En règle générale, le garagiste indépendant se basera sur le prix des pièces et sur le temps réellement passé à réaliser la révision pour faire sa facture. Pour une auto sous garantie, c'est une autre procédure qui entre en jeu, celle prévue par le constructeur. Là, je vais faire rapidement une parenthèse légale. Si vous pensez que vous êtes obligé de faire les révisions dans un réseau agréé par le constructeur de votre auto pour en conserver la garantie, sachez que c'est faux. Combien de fois ai-je entendu cela de la bouche de clients ayant été chez un concessionnaire? Le texte consacré et légal explique que nul constructeur ne pourra se soustraire à la garantie du produit si l'entretien est réalisé selon les préconisations du constructeur. Or, les préconisations peuvent être de 3 ordres. Premièrement, temporelles et kilométriques. Le constructeur impose de faire entretenir l'auto à un intervalle de temps ou de kilomètres régulier pour continuer à conserver une garantie. Normal si on considère ce que j'ai expliqué avec les chariots. Deuxièmement, les pièces et fluides utilisés pour l'entretien doivent répondre à des normes précises que le constructeur doit rendre publiques. Dans le carnet d'entretien de votre auto doivent se trouver ces normes et impositions, et en particulier celles des fluides utilisés dans la voiture. Enfin, le constructeur doit mettre à disposition du réparateur une procédure précisant les points de contrôle et opérations à effectuer lors d'un entretien. À aucun moment, le constructeur ne cite l'obligation de réaliser l'opération chez un réparateur agréé par lui. Et pour cause, ce serait illégal. Donc dans les impositions du constructeur, rien d'anormal. Mais il y a tout de même des twists dans ces dispositions. Pour ce qui est des intervalles d'entretien et des normes de fluide, pas de souci. C'est accessible aussi bien pour le client que pour le réparateur indépendant. En revanche, ça coince un peu plus pour les pièces détachées et procédures d'opération. Normalement, le constructeur doit mettre à la disposition le listing d'entretien à la demande du client ou d'un réparateur indépendant. Certains constructeurs ont décidé pourtant de déléguer cette obligation à leur réseau de réparateurs agréés, qui ne jouent pas forcément le jeu et font de la rétention d'informations. En effet, ça peut être rageant de devoir donner les outils pour se faire concurrencer, donc leur attitude peut se comprendre. Pour les pièces, eh bien, il faut réussir à les trouver hors du réseau, en étant sûr de leur qualité. Du coup, nombre de garagistes préfèrent acheter les pièces chez le concessionnaire, ce qui est souvent un avantage en cas de problème sous garantie, même si ce n'est pas la solution la moins chère pour le client. Au final, l'entretien chez un indépendant est tout de même moins cher que chez le concessionnaire, et c'est en raison de 2 petites malhonnêtetés des constructeurs, les temps barémés et la gestion des garanties. Lorsqu'il programme une révision, un concessionnaire dispose d'un logiciel fourni par le constructeur. Lorsqu'il programme l'opération, celle-ci est automatiquement chiffrée avec un temps de travail précis et normalisé. C'est ce qu'on appelle un temps barémé. C'est théoriquement le temps de travail nécessaire à la révision. Le garage applique alors son taux de main-d'œuvre et donc établit un devis de manière tout à fait automatique. Cela signifie que tous les garages d'une même marque savent quelle somme facturer pour être au bon prix. Si je faisais le tour des concessionnaires d'une même marque dans une zone donnée, j'aurais des prix pratiquement identiques, car ils appliquent les barèmes avec des coûts de main-d'œuvre similaires. C'est d'autant plus sûr que bien souvent, dans une zone relativement large, les concessionnaires appartiennent tous au même groupe, et donc ont la même politique tarifaire. Il n'y a donc pas de réelle concurrence, et cela débouche sur des abus, et des coûts d'entretien artificiellement élevés.
J'en veux pour preuve la facture d'un ami pour la révision de la seconde année de son Iniro, qui s'est élevée à plus de 250 €. Après qu'il ait poussé les hauts cris d'ailleurs auprès du chef d'atelier qui lui présentait une facture à 310 €, bien plus élevée que le devis initial. Après un échange un peu musclé, le devis a finalement été respecté. Mais si on regarde le travail effectué, c'est juste un pur scandale. Les pièces remplacées sont le filtre à pollen, ça prend en gros 5 minutes sur un Iniro, et le liquide de frein. Ce dernier n'ayant été changé que pour des raisons mercantiles, car il était en parfait état. De plus, la checklist de contrôle de la révision de mon ami n'a même pas été cochée par le mécanicien. Les cases étaient vides, alors qu'il doit prendre le temps de contrôler tous les points. Et là, on n'a aucune preuve que cela a été fait. Voyons maintenant comment ça se passe réellement chez un indépendant multimarque. Et pour cela, je suis allé réaliser la révision de la Picanto sous garantie de ma maman au garage Kreuder à Herlisheim. Voilà, donc Michel, la révision de la Picanto est terminée. Oui. Ça s'est bien passé, il n'y avait pas grand-chose d'après ce que j'ai vu. Non. Tout était bon. Avec 26 000 km, je pense que... Comme je disais dans la vidéo, dans le reste de la vidéo, aujourd'hui, j'ai fait la révision de ce véhicule qui est sous garantie. Donc Michel, quand tu as une voiture comme ça qui rentre chez toi, qui est sous garantie constructeur, qu'est-ce que tu fais? Bon, ma démarche, on démarre par la base de données. Donc j'ai une base de données multimarque extrêmement puissante qui me donne toutes les indications constructeurs en termes d'homologation d'huile, de quantité d'huile, de prescription constructeur. Donc tu vas voir finalement quelles sont les préconisations du constructeur pour la révision par rapport à son âge et son kilométrage. Tout à fait. Voilà. Ok. Voilà. Ensuite tu fais ta révision. On fait notre révision. À l'issue, on remplit le carnet d'entretien et puis on fait vraiment tout ce qui est conforme pour garantir au client un entretien constructeur. Ok, donc garantie préservée. Garantie préservée. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Mais en même temps, Michel travaille également sur de la voiture ancienne, la voiture américaine. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus, puisque on est fanat de voitures anciennes américaines tous les deux. Donc, travaille là-dessus. Il a travaillé également sur du multimarque en ce qui concerne le diagnostic. Depuis toujours. Depuis toujours. Et en l'occurrence, là, toi, tu as accès, par exemple, grâce à Bosch, à pratiquement tous les véhicules. Oui, un Bosch entre autres, oui. Il existe d'autres supports, comme, pour pas les nommer, Autodata par exemple, ouais. Qui est une référence mondiale tout simplement en base de données multimarque. Quoi. Et en fait, des gens comme ces gens-là, comme Autodata, comme Bosch et comme bien d'autres, en fait, c'est eux qui essayent de rentrer dans les calculateurs des voitures pour avoir des informations, pour avoir la possibilité d'intervenir sur les voitures quand on n'est pas chez le concessionnaire. Tout à fait. De par expérience, ils sont constamment en recherche d'informations et en capacité tout simplement de débloquer certaines choses quand elles sont bloquées ou de trouver des solutions tout simplement. Autrement dit, les constructeurs essayent de trouver des moyens de bloquer et leurs sous-traitants débloquent tout ça au fur et à mesure, même si des fois c'est un peu plus compliqué. C'est souvent plus compliqué et pour pas grand-chose. C'est mon avis personnel. Donc, on peut effectivement, sur un entretien qui est relativement classique, pouvoir perdre énormément de temps, et là je parle pas comme mon nom, pour tout simplement éteindre un simple voyant sur un tableau de bord d'entretien. Et quand la voiture est plus sous garantie, du coup, on peut adapter l'entretien, et ça, c'est ce que toi tu fais. Oui, je n'entretiens pas que des voitures, j'entretiens aussi la voiture des gens. Je suis un garage local, donc je connais tous mes clients. L'usage aussi qu'ils font de leur voiture n'est pas le même. Il y a des gens qui vont rouler énormément, d'autres ne rouleront que trop peu. Et je suis là aussi pour les conseiller dans l'intervalle entre les révisions, quelle huile apporter à son moteur, surtout aussi en ce moment ce qui est important, quel carburant ne pas mettre dans son moteur. Pour que ça roule, quoi, tout simplement, quoi. Et maintenant, la question piège, au final. Maintenant, en supposant que je vienne, moi, aujourd'hui, avec une voiture électrique hors garantie, pour une intervention sur des freins, sur des suspensions, etc. Tu vas la faire? Prends maintenant ta voiture, ta Tesla. Déjà, je rentre avec mon outil de diag. Je regarde par exemple les plaquettes arrière, je déverrouille les étriers électriques. Tout ce genre de manipulation est une chose qu'on fera de toute façon sans problème. D'accord. Mais une intervention plus dans le cœur de la bagnole, je ne ferai jamais. Quoi. Demain, si par exemple sur une auto qui est open source en fait en termes d'entretien,
voire même une Airways qui doit être normalement révisée chez Feu Vert, tu peux la faire. Bien entendu, bien entendu. Et donc ça, tu vas pouvoir effectivement faire les révisions d'un véhicule électrique sans toucher la partie électrique, bien sûr, puisque celle-là, il n'y a pas de révision. C'est ça, c'est ça. Oui, 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 oui. Donc tu pourras intervenir sur la partie châssis d'une voiture électrique sans aucun problème. Comme un véhicule tout à fait thermique, par exemple. Oui, 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 oui. Merci Michel. Je t'en prie. Merci pour tout le temps que tu nous consacres régulièrement, parce que je sais que tu es également auditeur de la chaîne Choucroute Garage. Tout à fait. Même si, accessoirement, il préfère les thermiques. Mais bon, c'est légitime. Quand on voit le garage, on comprend. Ça marche. Merci Michel. Merci à toi. Un garage multimarque est donc en général moins cher qu'un concessionnaire, car il a moins d'impositions en termes de matériel, en termes d'image. Malgré cela, le constructeur a tout intérêt à faire en sorte que son concessionnaire soit rentable, même avec ce qu'il lui impose en termes d'investissement, d'image ou de matériel extrêmement onéreux. Il faut donc qu'entre les entretiens et les réparations, le concessionnaire gagne correctement sa vie pour payer ses employés, entretenir le matériel et pouvoir investir dans le développement de sa concession. Toutefois, le constructeur sait qu'une partie de cet argent va sortir de ses propres poches. C'est là que des petits futés se sont dit que les temps barémés sont de super outils pour réduire les coûts, mais que pour le constructeur. Pour les opérations sous garantie les plus courantes, le constructeur donne des temps d'opération ridiculement courts. Pour avoir travaillé pour pas mal de concessionnaires dans pas mal de marques, c'est une constante. Ils réduisent au maximum les temps barémés en faisant faire des simulations sur des autos neuves par des techniciens qui connaissent par cœur le véhicule. Ainsi, le constructeur ne paye pas les heures réellement passées par le mécanicien du concessionnaire, qui lui doit gérer des pièces âgées, usées ou oxydées, mais aussi rechercher la panne. En contrepartie, le constructeur prévoit des temps barémés extrêmement larges pour les révisions, et permet au concessionnaire de faire une belle marge sur les entretiens. L'un dans l'autre, le concessionnaire s'y retrouve, mais pas le client. Pour le constructeur, c'est l'assurance que les concessionnaires ne se retourneront pas contre lui, tandis que les clients sont trop nombreux et trop peu solidaires pour le faire à grande échelle et dénoncer le système. Pour vous convaincre de la réalité de ce que je vous dis, je vous invite à regarder les prix des entretiens chez les marques à la garantie la plus longue. Ils sont extrêmement chers ou plus fréquents que chez les autres. C'est le client qui paye partiellement sa garantie de manière cachée. Mais au final, pourquoi est-ce que ça marche, même si la plupart des clients ne sont pas dupes ? Eh bien parce que la politique de garantie du constructeur va dissuader le client d'aller voir ailleurs. Sitôt qu'une auto arrive pour une opération sous garantie, son entretien est scruté à fond. S'il a été fait par le réseau de la marque, alors tout se passe normalement. En revanche, si ce n'est pas le cas, le constructeur se fera tirer l'oreille pour régler un souci. D'ailleurs, autre caractéristique des constructeurs à garantie longue, ce sont les plus inflexibles dans l'application des garanties. Clairement, ils sont à la limite de la légalité et comptent sur la méconnaissance des clients ou sur la lenteur des procédures juridiques pour s'en sortir au mieux et imposer leur réseau d'entretien. Le rapport de force est déséquilibré et les quelques clients qui vont au bout de leurs droits s'engagent souvent dans des combats de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Et en plus, ils ne sont pas sûrs de gagner. Voilà donc la situation actuelle pour les voitures thermiques. Les entretiens sont certes onéreux, quel que soit le garage, mais ils sont nécessaires. Alors qu'en est-il des voitures électriques ? Une auto électrique, c'est un peu comme une thermique dont on a retiré le moteur, l'embrayage, la boîte de vitesse pour remplacer par un moteur électrique, une batterie et un réducteur. Globalement, ces pièces ne réclament aucun entretien. En effet, moteur et réducteur sont équipés de roulements qui baignent dans une huile qui subit très peu de dégradation. Les températures de fonctionnement sont basses et peu de pièces sont en mouvement, ce qui débouche sur des entretiens quasi nuls et peu de pollution de l'huile. En général, ces pièces sont lubrifiées à vie. Seuls quelques constructeurs ont décidé de dégrader volontairement certaines pièces comme le réducteur afin d'imposer une vidange ou un entretien. Dans ce cas, je citerai Kia Hyundai ou Energica en moto, mais il y en a d'autres. Les freins sont peu sollicités et les plaquettes peuvent durer des centaines de milliers de kilomètres. Comme le cheval, le moteur électrique ralentit la voiture et les freins ne servent qu'en cas d'urgence ou lorsqu'on veut maintenir la voiture à l'arrêt. À part un nettoyage, graissage régulier des étriers et une surveillance du liquide de frein, peu de choses sont à réaliser. Au final, une révision sur une voiture électrique se limite à très peu de choses, et la fréquence de ces entretiens peut être extrêmement espacée. Certains constructeurs ont carrément décidé de s'en passer, comme Tesla, et d'autres ont largement espacé les préconisations, comme Airways, qui applique la règle des 100 000 km ou 10 ans. En ce qui me concerne, je pense que des intervalles de 4 à 5 ans et 50 000 km seraient adaptés pour une révision avec les filtres APOLED.
Les fluides devraient être remplacés uniquement lorsqu'ils sont dégradés, et non pas selon un programme basé sur la rentabilité des concessionnaires ou sur des impératifs de garantie décorrélés de l'usage réel. Ma Tesla a 7 ans et 145 000 km sans aucun remplacement de fluide programmé. Le liquide de refroidissement a été remplacé il y a 3 ans suite à un problème au niveau d'une durite, mais le liquide de frein est encore très bon. Il suffit de les contrôler. Il existe de petits appareils très peu chers qui vous permettent de contrôler vous-même les fluides. Moi, je le fais tous les ans et actuellement, ils sont en parfait état. Malgré cela, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Tesla et sa politique d'entretien. Un passage régulier en atelier, surtout pour les personnes n'ayant pas de connaissances en mécanique comme moi, devrait permettre d'éviter des réparations parfois coûteuses. Prendre un souci avant que cela ne cause une panne éviterait des frais aux clients. Donc, une révision très peu chère sur une durée relativement large, 4, 5 ans, 50 000 km, avec un coût à 50-60 € pour un contrôle général du véhicule, eh bien, ce serait plutôt pas mal parce que ça permettrait d'éviter les pannes et ça permettrait de faire des économies pour le client. Mais bon, il y a toujours un équilibre à trouver pour que tout le monde s'y retrouve. À la fois le concessionnaire, le constructeur et le client. Donc, si Tesla a déjà lancé le pavé dans la mare, eh bien, il est clair qu'aujourd'hui, il faut mettre en avant la question de l'entretien automobile, qui doit être centrale pour tous les constructeurs, mais aussi pour les clients. Pouvoir acquérir une voiture à prix raisonnable, c'est bien, mais si on ne peut l'entretenir avec un budget décent, ça ne sert à rien. La question de l'entretien devrait être aussi essentielle dans le choix de votre voiture. De plus, grâce à l'entretien réduit d'une voiture électrique, il n'est plus nécessaire de devoir faire appel à des spécialistes de votre marque ou votre modèle. En tout cas, pas pour faire ce que fait un concessionnaire lors des entretiens. On l'a vu, notre garagiste indépendant pouvait tout à fait réaliser les opérations d'entretien, sans aucun problème. Gérer l'usure de la partie châssis est à la portée de tout garagiste, mais aussi de tout mécanicien amateur ayant un peu de pratique. Mieux, lorsque comme moi, vous êtes habilité à travailler sur les circuits à haute tension des autos grâce à une habilitation B2VL et BCL, vous êtes en mesure de réparer votre auto, même pour la partie électrique, pour peu que vous ayez les informations nécessaires et les pièces. Et c'est bien souvent là que ça coince. Les constructeurs ne souhaitent pas diffuser leur méthode de réparation, pas plus qu'ils ne désirent permettre l'accès à toutes les pièces détachées à des prix raisonnables. En fait, ils ne souhaitent pas que l'entretien et la réparation des voitures électriques deviennent abordables, car cela détruirait le business model qu'ils exploitent et essorent depuis des dizaines d'années. Lorsqu'un constructeur automobile lance une voiture, ses prévisions de bénéfices tiennent compte de plusieurs choses, dont les contraintes du réseau de distribution qui guident une bonne part de ses choix. En effet, il a besoin des concessionnaires pour vendre son produit et donc doit conserver un niveau d'entretien rémunérateur pour son réseau. Voilà pourquoi les constructeurs sont prêts à tous les coups bas pour empêcher la libre concurrence autour de la voiture électrique. Et Tesla n'est pas en reste sur ce point d'ailleurs. Pour une voiture thermique, c'est moins grave, car elle est nettement moins durable qu'une électrique. Son coût d'entretien augmente exponentiellement avec son âge, et sa dégradation en termes de pollution et de fonctionnement la conduisent vers la casse plus rapidement qu'une électrique, une fois qu'elle ne passe plus le contrôle technique. Pour une électrique bien entretenue, cette barrière n'existe plus, et l'entretien minimal qu'elle demande en fait un produit d'occasion désirable, mais surtout durable. Pour contrer cela, le constructeur a mis en place des tarifs complètement démentiels sur des éléments primordiaux, comme les chargeurs, les inverteurs ou les moteurs. Pour les batteries, le coût est élevé, mais les batteries modernes, bien conçues, tiennent très très longtemps, souvent beaucoup plus longtemps que la voiture elle-même. Au final, les constructeurs traditionnels voient la voiture électrique comme une entrave à leurs bénéfices. Ils vont donc marger énormément pour encaisser ce qu'ils ne gagnent pas en pièces détachées, mais introduisent tout de même des entretiens réguliers et onéreux pour que le concessionnaire y retrouve son compte. Avec une réparabilité mauvaise et une rétention d'informations, on aboutit à une situation où une auto en très bon état se retrouve à la casse, faute à une petite pièce surfacturée par le constructeur ou volontairement indisponible. J'en avais déjà parlé. D'un autre côté, la réparation d'une batterie se heurte à des écueils techniques et scientifiques, car elle n'est pas un objet uniforme. Mettre des cellules neuves dans un pack usagé ne fonctionne pas bien, et peut même être potentiellement dangereux. On reviendra d'ailleurs là-dessus avec un invité prochainement, et on parlera effectivement de ces réparations de batteries qui ne sont pas forcément quelque chose de bienvenu, vous verrez. Encore une fois, la complexité du sujet impose ici aussi des nuances. Si la situation de mainmise des constructeurs perdure depuis pas mal de temps, certains ont décidé de combattre cela. Le concept nous vient en droite ligne des États-Unis et commence à entrer dans les mentalités.
Il s'agit du droit à la réparation, ou right to repair. Faisons un petit flashback sur cette notion, car je pense qu'elle est une des clés essentielles pour permettre à la voiture individuelle de perdurer. Depuis les années 2000, tout un mouvement se met en place au niveau des appareils électroménagers grand public. Bien souvent réparables à prix raisonnable au départ, les modèles changent souvent, et une partie des pièces aussi. Surtout celles qui cassent. Les fabricants ne font alors plus les anciennes pièces ou les vendent à des prix astronomiques, et ainsi, machines à laver, fours ou lave-vaisselle finissent à la poubelle pour être remplacés par des modèles plus modernes. En tout cas, au design modifié, puisque à l'intérieur, c'est toujours la même chose depuis des années. Ce phénomène existe également dans l'électronique grand public avec les télés, les chaînes IFI et plus récemment l'informatique. C'est d'ailleurs une marque d'informatique grand public qui a cristallisé les critiques et fédéré les associations militant pour la réparabilité. Je parle bien entendu d'Apple. Même avec des initiatives comme le Genius Bar proposant aux clients d'apprendre à entretenir leurs produits ou la promesse de créer des partenariats avec des réparateurs indépendants, Apple est toujours aussi opaque concernant la réparabilité de ses appareils. Mais en fait, il n'est pas le seul. Le mouvement actuel dans les produits tech se développe et s'étend désormais à l'électroménager, mais aussi au transport. Du vélo au camion, en passant par la trottinette, nos moyens de transport sont scrutés et critiqués par des associations qui militent pour le droit à la réparation. Dans le domaine de la tech, le Fairphone fait figure de porte-étendard du mouvement, avec ses possibilités de réparation, mais aussi d'évolution ou d'upgrade. Dans le domaine automobile, par contre, on attend encore notre Faircar. Tesla était certes le leader dans le domaine, mais avec les limitations qu'on connaît. En effet, une Tesla est une auto simplifiée par rapport au modèle des constructeurs traditionnels, mais elle est loin d'être simple à réparer. Mais ça aussi, on en reparlera bientôt. Un Fairphone, c'est une dizaine de modules qu'on peut remplacer à l'envi de manière assez rapide et facile. Mais une Tesla, ce sont des milliers de sous-ensembles qui réclament des compétences et du matériel pour être diagnostiqués ou réparés et remplacés. Une Faircar devrait donc répondre à cette définition. Simple, modulaire et accessible. Mais une telle auto n'existe pas. Du moins pas encore. Mais c'est pour bientôt. Car oui, un constructeur a décidé d'inscrire le droit à la réparation dans son ADN et dans son design. Pour moi, c'est un engagement qui est extrêmement important. Cela implique plusieurs choses, comme construire des voitures simples, modulaires, mais aussi de ne pas mettre de verrous informatiques qui vont obliger le client à aller chez un concessionnaire. Une telle voiture simple, réparable, à un coût raisonnable et fabriquée de manière intelligente serait finalement la voiture idéale de Sandy Munro, vous ne trouvez pas? Eh bien, il a travaillé sur la conception et la production de la voiture dont on va parler maintenant. Et oui, c'est encore une fois de l'Aptera que je vous parle. Je vous avais dit que cette petite machine recelait plus de pépites techniques et industrielles qu'on pourrait le penser. Eh bien, en voici une. Le petit constructeur californien s'engage en effet à plusieurs choses. Premièrement, il donnera accès à ses manuels de réparation de façon systématique et gratuite. Bon, il me semble d'ailleurs que c'est une obligation légale dans certains pays. Ensuite, Aptera s'engage à n'utiliser d'outils spéciaux que si c'est strictement nécessaire. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas besoin d'acheter du matériel spécifique pour entretenir votre Aptera ou la réparer. Tout pourra se faire avec une caisse à outils classique. Enfin, Aptera s'engage à fournir les pièces détachées spécifiques même au client final, afin de lui permettre de réparer lui-même son auto. Ok, tout ça peut sembler un peu cucu comme engagement, puisqu'en gros, les autres constructeurs s'engagent à peu près de la même manière, sauf peut-être pour les outils spéciaux. En revanche, là où l'engagement d'Aptera est réellement palpable, c'est dans la conception même du véhicule. Là où l'auto d'un constructeur traditionnel aura un nombre de verrouillages logiciels ou mécaniques, l'Aptera offre des procédures simples et accessibles à tous. Avec la simplicité de l'Aptera, remplacer le liquide de frein, les rotules de suspension ou entretenir les étriers de frein sera simple et à la portée de tous. Changer la batterie 12 volts sera de nouveau aussi simple que dans le temps. Il n'y aura pas besoin d'une valise informatique du constructeur pour déclarer la réparation dans l'ordinateur de bord, faute de quoi le voyant d'alerte reste toujours allumé par exemple. Les données de géométrie par exemple seront données en clair. Tout mécanicien informé pourra entrer les valeurs dans le logiciel de son appareil de réglage. Mieux, un appareil analogique équipé de règles ou de fils comme dans le temps pourra suffire à régler un parallélisme. La lecture des défauts sera intégrée à l'informatique de bord, sans avoir besoin d'un outil externe. Changer une batterie sera également possible pour un garage tiers ayant les habilitations légales, car il n'y aura pas besoin d'autre chose que des outils standards. L'informatique de la voiture aura aussi une fonction d'autocontrôle dans de tels cas, garantissant que tous les modules de batterie ont bien été remplacés et qu'ils fonctionnent bien dans l'auto. On pourrait même imaginer l'usine envoyer les modules et en parallèle leur identification informatique à la voiture.
Le manuel de montage avec les positions de chaque module s'afficherait sur l'écran de la voiture. À chaque opération validée par l'ordinateur, le manuel de réparation avancerait d'une étape pour continuer le travail. À la fin de l'opération, l'ordinateur de bord aurait alors pour fonction de réaliser un autodiagnostic automatique qui validerait la réparation et remettrait la voiture en service. Eh bien, c'est exactement ce que prépare Aptera. Ainsi, en plus des réparations simples que vous pouvez faire à domicile, vous pourrez faire appel au garagiste de votre choix pour ce que vous ne pouvez pas réaliser. Pour Aptera, cela voudrait dire que son réseau de réparation serait composé de centaines de milliers de garages répartis dans le monde entier, et de millions de mécanos, professionnels ou amateurs. Une brigade de techniciens mobiles pour les problèmes plus épineux sera mise sur pied, mais elle n'aura pas besoin d'être très nombreuse. En fonction des ventes, il en faudra quelques-uns par centaines de milliers ou millions de véhicules. En gros, si l'Aptera est axée sur le futur, elle fait un immense bond en arrière dans le domaine de la réparation. Et c'est une bonne chose! On revient à l'époque bénie des 405 Turbo D ou des Citroën Traction que le commun des mortels pouvait entretenir et réparer. On revient à une époque où en achetant un produit, vous ne vous mettez pas une chaîne autour de la cheville avec un boulet financier au bout. Rien que par ce fait, la durabilité des voitures augmentera naturellement. En conclusion, ce qu'on peut constater de nos jours, c'est que les constructeurs traditionnels ne sont pas prêts à renoncer aux énormes avantages que représente leur emprise sur la réparation automobile. Faisant totalement fi des considérations du bien commun, ils défendent bec et ongle leurs avantages. Faisant pression sur les politiques et sur l'économie en général, leurs tentacules tiennent les fournisseurs, le réseau de distribution et les clients à leur merci grâce à une technologie, le moteur thermique. Avec l'électricité, c'est la justification même de leur mainmise qui tombe, et cela explique grandement leur opposition à la voiture électrique. À défaut de ne pouvoir totalement endiguer la vague qui les menace, ils essayent de sauvegarder leur business en réinventant un système qui nous rende prisonniers. Tout d'abord par la location de batteries, stratégie qui s'est avérée trop visible lorsque Tesla et d'autres sont arrivés. Puis maintenant par des révisions inutiles à des coûts artificiellement élevés. Les constructeurs traditionnels sont en train de construire une digue de sacs de sable pour arrêter une marée. Et cela fonctionne pour l'instant, car la vague n'est encore qu'à ses débuts. Ils peuvent se dire qu'ils sont en train de gagner et se pavaner comme ils veulent. La digue va céder, quoi qu'il arrive. Si elle a retenu la vague pendant un temps, elle sera aussi la raison d'une mort rapide et plus certaine que jamais pour ceux qui s'abritent derrière. On n'a jamais vu des sacs de sable arrêter la mer. Il vaut mieux apprendre à construire pour flotter que d'essayer de combattre un mouvement que rien ne peut plus arrêter. Et c'est précisément ce que font quelques constructeurs et intervenants de la réparation, qui, une fois la vague passée, seront encore là pour en parler. Contrairement aux autres. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Bien, spoil après générique. Bon, aujourd'hui, on a parlé réparabilité. Et j'étais en train de préparer cet épisode lorsque JC m'a envoyé un petit mail, salut JC, me disant que ça fait 2 fois que je te demande, ça serait intéressant de faire quelque chose sur la réparabilité des gigacasting Tesla. Et du coup, je me suis dit que oui, là, ça devient intéressant parce que c'est la suite logique de l'épisode ici. Donc, je vais essayer de vous le faire pour dimanche prochain, mais je vous le garantis pas. Mais en tout cas, voilà, je vais travailler dessus. Et vous verrez qu'on peut aller très très loin lorsqu'on parle de gigacasting, puisque au-delà de la conception, de la production, des avantages qu'il peut avoir à plein de niveaux, eh bien, il y a également des avantages en termes de sécurité et de réparabilité pour les gigacasting lors de la réparation ou en cas d'accident. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Allez, faites attention à vous, à bientôt. Salut.